pour essayer de comprendre un peu les fondements de la Torah qui nous enjoint à plusieurs reprises, de manière positive et négative, de faire attention à ne pas consommer des aliments qui ne sont pas permis par la Torah. Le Sefer HaChinuch nous enseigne comme quoi cette mitzvah est liée au fait que le corps est l'enveloppe de l'âme et que pour protéger l'âme, il faut avoir men sana in corpora sana. C'est-à-dire qu'une des obligations liées à notre corps, c'est de le préserver de manière spirituelle. Comment fait-on ça? En ne consommant que des produits adéquats à notre corps. Comment ils sont adéquats à notre corps? S'ils sont en conformité à la Torah. D'autre part, la Torah nous enjoint de différencier les espèces. Veivdaltem. Et de là déduit le Rambam, Maïmonide, comme quoi il y a une obligation pour chacun de vérifier et de comprendre et de pouvoir différencier entre une espèce qui est cachère et celle qui ne l'est pas. En effet, les espèces cachères sont différentes de celles qui ne le sont pas. Les animaux cachères sont ruminants et ont les sabots fendus. Les poissons cachères ont des écailles et des nageoires. Et à ce propos-là, il faut savoir exactement qu'est-ce que des écailles. Puisque tous les poissons ont des nageoires. Et comme dit la Torah, la Hagdil Torah ou la Dira, Chazal dit pourquoi est-ce qu'il y a les deux? C'est uniquement pour avoir plus de mérite d'étudier, de comprendre encore plus loin. Mais il n'y a pas de poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires. Et pourtant la Torah nous dit il faut voir les écailles et les nageoires. Qu'est-ce que des écailles? De temps en temps, il y a une discussion. Et c'est pourquoi il peut y avoir une marloquette. Est-ce que cette espèce de poisson est cachère ou elle ne l'est pas? On reviendra sur cette question-là. De manière concrète, le din de Veivdaltem, que la Torah prescrit, va jusqu'où? Est-ce qu'on a une obligation d'étudier de A à Z, depuis le début, le fonctionnement de la cache-route? Est-ce que, pour accomplir le Rambam de Veivdaltem, lorsqu'on ouvre une boîte de sardines, il faut à nouveau voir est-ce qu'il y a des écailles ou des nageoires sur la sardine que je vais consommer, ou je peux m'appuyer sur le fait qu'il y a une estampille cachère sur la boîte de sardines? Est-ce suffisant d'avoir l'application Is It Kosher et d'approcher son iPhone dans le magasin pour voir est-ce que je peux consommer ou pas le produit? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Voici se trouve la question. Mais la Torah, elle place l'homme au centre du monde. Il doit, par connaissance, lui pouvoir déterminer si le produit est consommable pour lui ou non. Il y aura plusieurs situations différentes, selon les informations à la disposition de l'être humain, afin de vérifier pour s'enquérir si ce produit est cachère. Également, on devra compter sur la situation de l'homme dans le contexte historique des produits. En effet, le Shulchan Aruch va nous dire que ce produit est permis a posteriori, bedi avad. Nous devons définir qu'est-ce qui est considéré comme bedi avad. Est-ce que c'est déjà fait? Le Shulchan Aruch rapporte un exemple. Si j'ai cuit des pommes de terre dans une casserole de viande, mais je n'ai pas encore fait mon gratin, donc je suis à une situation a posteriori de la cuisson, mais je suis a priori de mon gratin. Donc au moment T, lorsque j'arrête l'image, je peux être dans une situation a posteriori qui est aussi a priori. Chazal nous dit également Kol sha'at atchak kei bedi'eved dami. Toute situation de difficulté
est considéré comme a posteriori. Alors, est-ce que la difficulté, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps? Quelqu'un peut dire, moi, tant que je ne suis pas imposable, je suis en difficulté. Donc, tout le temps où je suis en difficulté, je considère que je suis de Shahat Atrak. Ou alors, le vendredi, à partir de 16h, je considère que je suis en difficulté parce que je suis stressé, parce que bientôt Shabbat va rentrer. Ce genre de questions sont traitées dans le Shulchan Aruch pour nous dire jusqu'à où, jusqu'à quelle extrémité je peux dire. Ça s'appelle Kol Shahat Atrak Kebedi Eved Dami, toute situation difficile et comme a posteriori. Nous allons traiter de deux cas d'a posteriori et d'une situation de Shahat Atrak de difficulté. Pour comprendre exactement de quoi s'agit-il. Un boucher se présente chez le Rav avec une question. C'est la veille de la fête. Il y a eu l'abattage rituel qui a été fait le matin, tôt. Et il y a une question sur cette viande. Le Rav ouvre le Shulchan Aruch, il étudie, il regarde est-ce qu'on peut permettre a posteriori ou pas, selon la question qui a été posée, la viande qui a été abattue ce jour-là. Le Rav tranche, comme quoi cette viande, elle est cachère. C'est vrai qu'il a pris sa décision a posteriori, mais il a décidé donc de trancher que c'est autorisé. Et puis, il y a une salle d'attente, il y a quelqu'un qui était dans la salle d'attente et qui a entendu comme quoi il y a une discussion sur la viande qui a été abattue ce jour-ci pour l'approvisionnement de la communauté. Et il rentre chez le Rav et il dit, écoute, est-ce que je peux acheter cette viande ou je ne peux pas acheter cette viande? Et le Rav lui demande, quel est l'état de ton congélateur? Combien de kilos te reste-t-il? Et il lui dit, oh, j'en ai au moins pour 15 jours. Il lui dit, n'achète pas. Parce que toi, tu n'es pas dans une situation de Bedi Avad, de Shahat Atrak. Tu n'es pas dans une situation de difficulté puisque tu as assez de viande pour toute ta famille, pour toute la fête. Donc ce que le Rav m'a permis, c'est... le Rav m'a permis, ce que le Rav a permis, c'est uniquement pour la personne qui se trouve dans une situation de difficulté, c'est-à-dire pour le boucher. Mais ici, on a encore un cas plus compliqué, parce que la question, elle est, est-ce que le boucher, lui, doit prévenir les clients ou non? Parce que peut-être s'il va prévenir les clients vont dire, oh, moi, je veux pas de viande a posteriori. Donc, quelle est l'obligation d'information, de transparence, comme on dirait aujourd'hui, par rapport à une situation qui est une situation a posteriori? Le Rav va placer cette personne dans son contexte. Il va lui dire, étant donné que tu as assez d'approvisionnement, toi, tu n'es pas dans une situation d'a posteriori. Peut-être qu'on peut dire que non, puisque du moment que le Rav a tranché comme quoi c'est permis, donc toute la communauté maintenant tombe dans une situation de a posteriori, parce que la halakha dit qu'on peut consommer cette viande-là. L'autre cas, c'est celui dont on a parlé avant. J'ai cuit des pommes de terre, je suis a posteriori de cette cuisson, mais je suis a priori l'ekatrila, est-ce que je peux mélanger ces pommes de terre avec du fromage? Alors, je suis peut-être dans une situation a priori et je peux peut-être m'abstenir. Nous avons vu en tous les cas que dans ces deux cas, il y a matière à discussion. Que s'appelle-t-il a priori et que s'appelle-t-il a posteriori? Quel degré de connaissance et de vérification m'est-il demandé? Lorsqu'une personne a vu un crime, il doit pouvoir témoigner d'avoir vu l'agresseur planter le couteau ou tirer la balle sur la personne. Et la Gemara dit que si on voit une personne pourchasser une autre avec un couteau, rentrer dans une grotte, ressortir de la grotte avec un couteau sanglant, voir un cadavre giser dans la grotte, mais on n'a pas vu l'acte,
on ne pourra pas condamner à mort cette personne-là. Pourquoi? Parce que la Torah nous a demandé des témoins visuels qui ont vu le crime. Du moment qu'ils n'ont pas vu le crime, ils ne pourront pas témoigner et on ne pourra pas mettre à mort cette personne-là. Donc il ne reste qu'un criminel présumé. Par contre, pour témoigner d'une relation adultérine, on n'a pas besoin de voir que makrol bashfoferet. On n'a pas besoin de voir l'acte lui-même. Mais il suffira de voir le mouvement des corps pour considérer cela comme une relation adultérine. Selon le Khatam Sofer, lorsque je vois un couple sortir de la synagogue, bras dessus, bras dessous, lui avec un nœud papillon et elle avec une robe de mariée, il y a un anan sadeh, il y a un témoignage comme quoi ils sont mariés. Qu'est-ce qui s'appelle voir? Vous savez que malheureusement, lorsqu'il y a des attentats en Eretz Israël, les corps sont ramenés à Abu Kabir et on essaye de reconstituer les morceaux. Et ensuite, il y a la famille qui vient pour reconnaître la personne défunte. Et de plus en plus, le spectacle est très difficile, insoutenable. Et ils ont décidé de ne pas laisser les familles rentrer et de mettre un écran dans lequel ils vont montrer une partie du corps. Et ils vont demander à la personne de reconnaître ou pas. Et d'après Rav Eliashiv, c'est considéré Reya Lehedia, c'est-à-dire qu'il y a eu reconnaissance de cette personne-là. C'est-à-dire que si la veuve vient et elle voit sur l'écran comme quoi c'est son mari, elle est permise et elle pourra se remarier. Alors, qu'est-ce qui s'appelle voir? Aujourd'hui, on peut avoir une vidéosurveillance. Rav Eliashiv, il a tranché que du Chalav Israël sous vidéosurveillance, c'est du Chalav Israël. Puisqu'on a dit hier que ça suffit d'être assis à l'extérieur, ici, j'ai une intrusion avec ma machine à l'intérieur du domaine de l'autre. Donc j'arrive à voir ce qui se passe dans la ferme de l'autre, c'est considéré comme du Chalav Israël. Alors, on a un crime qu'il faut voir sans aucun doute. Il y a un adultère dont on voit le cadre général. Il y a un mariage dont on n'a rien vu, mais on voit le contexte et on nous dit Anan Sadeh, il y a certainement eu un mariage. Et il y a encore moins que ça. Il y a Achare Rabim Lahatot. La Torah vient et nous dit tu suivras la majorité. Et la majorité, ça peut être également une majorité générale. C'est-à-dire que la majorité de la glycérine vendue dans le monde, c'est de la glycérine d'origine végétale. Donc, d'après la Torah, la glycérine, elle est cachère. Achre Rabim Lahatot. Je peux suivre la majorité et on sait que le Sanhedrin, il juge selon ce principe-là, puisque on va dire que Rov Beilot Acharabal, la majorité des relations qu'une femme c'est avec son mari, et donc le fils qu'elle a eu, c'est certainement le fils pas seulement d'elle, mais le fils également de son mari. Et ainsi, il y a aussi ce qu'on appelle Ruba de Itekaman et Ruba de Leitekaman. C'est-à-dire qu'il y a la majorité silencieuse, la majorité inexistante, et la majorité qui a été vérifiée. Par exemple, on va dire, la majorité des gens aiment le chocolat. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été vérifié, on a sondé, on a dit, il y a la majorité des gens qui aiment le chocolat. Et il y a la majorité des Français ont voté à droite ou à gauche, on le voit dans le scrutin, d'accord? Donc il y a une différence de majorité qui a été vérifiée et une majorité, comment on dit, d'un autre côté,
il y a un principe qui s'appelle Kol Kavua ke Merza al Merza Dami. On va essayer d'expliquer. Teisha Chanuyot, il y a dans une ville, il y a 9 magasins de viande cachère, un magasin de viande non cachère. Je trouve un morceau de viande dans la rue, qu'est-ce que je dis? Cachère. Pourquoi? Kol de Parish, Merouba Parish. Je dis c'est sorti de la majorité. Donc puisque la majorité est cachère, donc certainement ce morceau de viande il est cachère, donc je peux le consommer. Par contre, j'ai envoyé mon personnel aller chercher un morceau de viande. Il se rend dans une des 10 boucheries, donc dans 9 cachères et une non cachère, mais il s'est rendu dans une boucherie. La halakha et ce morceau de viande, il n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que kol kavua ke merza al merza dami. Il y a 50-50. Il y a deux possibilités. Soit elle est allée dans un magasin cachère, ou elle est dans un magasin non cachère. C'est vrai qu'elle avait 9 chances sur 10 de rentrer dans un magasin cachère. Mais après qu'elle est rentrée soit dans un magasin cachère ou dans un magasin non cachère. Donc, kol kavua ke merza al merza dami. C'est-à-dire que le calcul des probabilités selon la Torah se fait d'une manière différente que les probabilités mathématiques. On va dire, puisque maintenant je suis en train de juger une situation, elle n'allait que dans un magasin, puisqu'elle est allée que dans un magasin, donc elle a deux possibilités. Elle est allée soit dans le magasin cachère ou dans le magasin non cachère. Et donc ce morceau, si je ne peux pas le tracer, je ne peux pas savoir, je dis kol kavua que merza al merza dami, c'est 50-50. Alors, souvent, on a un problème, ce problème-là, c'est ce que le Beth Yosef dit, et on a une bête et on a un doute à l'abattoir, est-ce que cette bête, on lui a fait la shrita ou pas, ou est-ce que c'est la bête qui était ratée, puis on n'arrive plus selon le numéro c'est effacé, etc. Alors, on est b'makom akviyut, on est dans l'endroit où c'est encore la case départ, et à la case départ, c'est considéré comme merza al merza dami, c'est considéré comme 50-50, et on ne peut pas considérer la loi de la majorité à cet effet-là. Par contre, lorsqu'on a retiré la viande et qu'elle est déjà en boucherie, alors là, on va dire, cela dépend. Si la majorité était cachère, alors on dit que cette viande est sortie, a été extraite de la majorité et est bonne. Et si la majorité n'est pas cachère, donc elle a été sortie de la majorité qui est non cachère, et donc c'est interdit. Donc kol de parish, merouba parish, lorsqu'une chose a quitté l'endroit duquel il est d'origine, cela devient un safek. Pourtant, le char, dans Yoredea 98-9, il dit que kol safek bechisaron yediya mikre safek shotim. Tout doute qui est par manque de connaissance est considéré comme un doute d'idiot. Et n'est pas considéré comme un doute. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir quelque chose parce qu'on n'a pas la connaissance, parce qu'on ne s'est pas renseigné, c'est pas un doute. Si quelqu'un il reçoit un fruit, il dit c'est un fruit exotique, je sais pas est-ce que c'est Boré Priaès, Boré Priadama. Alors il dit bon, moi je fais Boré Priadama dans le doute puisque tous les arbres sont de toute façon de la terre. Ce qu'il a fait, c'est assourd. C'est interdit. Ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'on peut faire à Adama lorsqu'il y a un doute réel, c'est-à-dire que lorsque, au niveau botanique, on a un doute, est-ce que c'est considéré comme un arbre ou pas? Est-ce que cela répond aux critères d'un arbre? Mais avant tout, tu dois aller sur Google, tu dois vérifier, est-ce que c'est un arbre ou c'est pas un arbre? Après que tu as vérifié que c'est un arbre ou pas un arbre, alors tu dois dire Boré Priaès ou Boré Priadama. Et tu peux pas dire, ah, ça fait que, allez, je prends et je fais Boré Priadama. Certains éléments de l'agroalimentation sont légiférés par l'État, comme par exemple la circulation de l'alcool.
Vous savez qu'il y a une taxe sur l'alcool et que même on rentre chez les paysans et on peut retrouver un champignon dans le plafond si jamais il a distillé chez lui de manière illégale. Donc s'il a distillé sans avoir eu l'autorisation de l'État, il peut avoir une très grande amende. Donc la distillation d'alcool et la circulation d'alcool est quelque chose qui est réellement régulé par l'État et on sait exactement si cet alcool vinique qui vient de Bordeaux, il a été distillé à Rouen et ensuite revendu à un tel et à un tel. Donc l'État gère les excédents, gère l'alcool, gère le circuit. Et c'est pourquoi lorsque on va vous demander est-ce qu'il y a de l'alcool vinique dans tel et tel médicament, on pourra savoir que la pharmacopée, par exemple, rejette systématiquement l'alcool vinique pour des raisons chimiques et que tout l'alcool qui est servi dans les médicaments, c'est de l'alcool de betterave. C'est de l'alcool sur lequel il n'y a pas de problème d'alcool vinique. Par contre, lorsqu'on vous demandera est-ce qu'il y a des fleurs de bac avec de l'alcool éthylique, non, toutes les fleurs de bac sont faites avec de l'alcool vinique. Donc, le safek est uniquement s'il y a un réel safek, s'il y a un réel doute. Mais si on peut, le makom de ikalivrouré, c'est-à-dire que si on peut vérifier, on a une obligation de vérifier. Et la question, elle va loin. C'est-à-dire que jusqu'à quel point on est obligé de tracer un produit, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de ce produit. Et là se pose la question du scandale agroalimentaire qu'il y a eu concernant les conserves Bonduelle. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, la communauté musulmane, la communauté végane, a découvert par un nouveau testeur qu'il y a des traces de porc, qu'il y a des traces de bœuf, des traces d'agneau dans les conserves de légumes. Et donc ils se sont retournés vers la direction de Bonduelle et Bonduelle a dit oui, bien sûr. Nous on fait depuis longtemps des conserves de légumes. On a depuis toujours acheté des arômes pour essayer d'augmenter l'arôme de nos produits. Et depuis pas mal de temps, on fait du cassoulet et d'autres produits avec de la viande. Et au lieu de mettre à l'égout ces jus de viande et de payer une taxe pour les produits qu'on est en train de déverser dans le milieu, et bien tout simplement on va concentrer ces jus-là et à un moment la loi va me dire ces concentrés-là ça s'appelle des arômes. Et ces arômes-là on va les remettre dans la boîte et ainsi on va avoir des arômes salés qui sont tout à fait bons, tout à fait corrects, tout à fait tracés puisque c'est de la viande qu'eux ont acheté avec les agréments CE. C'est un produit qui est frais parce qu'il a été donc gardé dans la chaîne du froid et ensuite cuit et remis en température négative donc sur les chaînes. Donc on est très bon, on a quelque chose de qualité et on ne l'a pas payé puisque c'est de la récupération de nos propres produits. Donc on a la possibilité de rajouter des arômes naturels, en plus c'est même pas des arômes identiques naturels ou des arômes artificiels, mais des arômes naturels que nous-mêmes avons produits, dont nous avons la gestion depuis le moment où c'est rentré dans l'usine jusqu'au moment où la boîte va sortir. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Alors nous, les populations juives, musulmanes et véganes, on se sent trahis. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut mettre dans un produit, dans un légume, du jus de viande? Alors, eux ils disent mais c'est votre problème. Vous avez un problème avec votre foi, vous avez un problème avec votre manière de vivre. Nous on n'a jamais dit qu'on était 100% végétal. Mais on comprend qu'on ne veut pas heurter une communauté
On ne veut pas heurter des us et coutumes de certaines personnes, et c'est pourquoi dans le futur, nous allons communiquer, nous allons être beaucoup plus transparents, et ce qui va se passer dans les mois à venir, il y aura 2 chaînes, il y aura une où il y aura marqué « recette de votre grand-mère avec le jus de viande », et puis il y en aura une autre où il y aura marqué produit ultra naturel pour votre régime, svelte, 100% végétal et naturel. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le scandale à leur avantage. Donc, c'est pourquoi ils ont demandé quelques mois pour se recadrer, et c'est ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'est cachère pour nous ou pas? Non, parce qu'on a encore un autre problème. Dans les usines, on a un problème, nous, selon la halakha de kelim, d'ustensiles. C'est-à-dire, si on a fait du jus de viande dans cette casserole, autant que je ne peux pas aller cuire chez la voisine mes petits pois alors que je mets aucun jus de viande parce que sa casserole n'est pas cachère. Ici, les cuiseurs dans lesquels ils vont faire également avec du jus de viande sont des cuiseurs problématiques pour nous. Alors, il y a peut-être certaines licences dans certains cas, mais en tous les cas, il y a un réel problème de kélim d'ustensiles. Ensuite, il y a un problème de retour de vapeur puisque la chaudière, c'est elle qui va être commune et qui va chauffer donc la cuve dans laquelle il y a des petits pois au jus de viande et les petits pois naturels. Donc on a un réel problème d'un produit que nous on croyait tracé, mais qui selon leurs règles est tracé, mais différemment. Et en effet, lorsqu'on parle de la différence entre eux et nous, oui, il y a une très grande différence. En effet, Chazal nous dit qu'on peut s'appuyer sur Kfeila Armela Ezer, on peut s'appuyer sur un cuisinier qui a peur de perdre son métier en mentant, donc il ne va pas mentir, et on peut s'appuyer donc sur le fait qu'il va goûter et il va nous dire est-ce qu'il y a du tam issour, est-ce qu'il y a du goût d'un produit interdit ou pas. Mais il faut que les questions soient posées comme il faut. En effet, pas toute question a sa réponse et pas toute question est à la mesure de la réponse qu'on attend. Lorsque Bonduel vient et dit nous on n'a rien fait de mal, nous au contraire on a optimisé notre chaîne et on a donné un produit bon marché de haut de gamme. Donc faites-nous un Miché Bérard. Et nous, on vient et on nous dit non, vous nous avez trompés. Alors, un jour, j'étais dans une confiserie en Corse. Et c'était loin de Bastia, donc il faut, vous savez, les routes, c'est pas des autoroutes en Corse. Donc, j'ai dit avant, écoutez, moi, je veux pas voyager tant qu'on ne vérifie pas tous les ingrédients du nougat et qu'on ne vérifie pas tous les ingrédients des fruits confits. Après, si les ingrédients sont OK, je suis prêt à faire le déplacement. Donc, ils m'ont envoyé la liste des ingrédients et ils m'ont envoyé leur process de fabrication. Très bien. J'ai voyagé, je me suis rendu dans l'usine et puis ils me donnent la composition donc, du nougat. Et j'ouvre un paquet de nougat, je dis, c'est pas possible. Avec la quantité de miel que vous mettez dans ce nougat, c'est pas possible que ça n'adhère pas au plastique. Comment vous faites? Alors, il m'a dit, monsieur le rabbin, ça c'est la poudre de perlimpinpin. Alors j'ai dit, bon, je voudrais bien avoir la recette de la poudre de perlimpinpin. Alors il me dit, il n'y a pas de problème, vous allez recevoir la fiche technique tout de suite. Il m'envoie la fiche technique, j'appelle l'usine, je dis, comment est-ce que vous faites cette poudre? Il m'a dit, c'est très simple, on fait 30% d'amidon, 30% de talc et 40% de poudre de lait. Et ce mélange-là, c'est un mélange qui va permettre d'assécher le nougat et de faire que malgré que le nougat soit avec une telle teneur en miel, ce soit un produit qui soit plus sec et qui n'adhère pas au plastique. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Il m'a dit, mais ça ne fait pas partie des ingrédients. Ça, c'est un additif alimentaire pour pouvoir sécher le produit. C'est un auxiliaire de fabrication, c'est pas un ingrédient.
Je dis non, ok. Moi, je ne l'ai pas vu de cette manière-là. Ensuite, donc, on passe dans le deuxième atelier dans lequel il fait les fruits confits. Puis je vois des fruits confits, mais vraiment, on n'a jamais vu des fruits aussi beaux, quoi. C'est vraiment, ils sont là avec des pinces à épiler, à enlever toutes les impuretés du fruit, et ils remettent et dans le sucre, et une première fois, et une deuxième fois, jusqu'à ce que ça soit confit de manière parfaite. Et je leur dis, mais sans conservateur, sans antioxydants, quoi, avec une DLUO de 1 an, ils disent non, on va obtenir un pH neutre en mettant de l'acide tartrique. Je dis, mais vous savez que c'est un problème pour nous, l'acide tartrique, c'est du tartre de vin. Il dit, non, mais regardez, c'est juste pour réguler le pH. C'est pas du tout un ingrédient noble de notre recette. Donc ça veut dire que 2 éléments qui pour nous sont cruciaux, pour lui, il était blanc-blanc, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout menti, il n'a pas du tout raconté d'histoire, il a réellement été dans le vrai, mais pour lui, ce qui est important pour moi n'est pas important pour lui. Donc, lorsque les gens se plaignent que chez McDonald's, ils ont voulu un burger avec du bœuf et que finalement c'était de la viande de cheval, ils ont dit quel est le problème? Zetari, Zebari, c'était de la viande fraîche et c'est de la viande qui est bonne pour l'être humain. Donc quel est le problème? Si vous n'avez pas un problème religieux spécifique, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre du bœuf et du cheval? Donc la même chose ici, c'est-à-dire que du moment que moi j'ai pas un problème religieux avec de l'acide tartrique, pourquoi est-ce que l'acide tartrique serait un problème? Si j'ai pas un problème religieux avec un auxiliaire qui va sécher mon produit dans lequel il y a de la poudre de lait, j'ai pas de problème. Une autre usine, également, qui se trouvait, ce qu'on appelle dans l'intérieur de la France, aussi un endroit où l'accès est compliqué, et qui faisait des biscottes. Alors je sais que dans les biscottes, c'est très très difficile, parce que si ils utilisent la graisse qui n'est pas appropriée, c'est pas si simple. Alors je leur ai demandé quelle est la graisse que vous utilisez, et tous les combien de temps vous faites un nettoyage de votre usine. Ils m'ont répondu aux 2 questions. Ils m'ont dit, on n'utilise que de la graisse végétale, un tel et un tel, et on fait un nettoyage complet de notre usine chaque semaine, en fin de semaine, et toutes les 6 semaines, on fait un nettoyage par une société externe qui vient et qui nettoie l'ensemble de nos installations. J'ai dit, très bien, alors moi je viendrai après le nettoyage complet, comme ça je pourrais voir est-ce qu'il faut encore rajouter quelque chose, ou votre nettoyage est suffisant et qu'on peut produire juste avec la cachérisation, c'est-à-dire la mise en conformité religieuse, oui ou non. J'arrive à l'usine, j'ouvre le réfrigérateur et je vois qu'il y a des palettes de saindoux. Le saindoux, c'est pas cachère, d'accord? Le saindoux, c'est de la graisse animale. Et je leur dis, qu'est-ce que c'est? Vous m'avez dit que vous faites qu'avec de la graisse végétale. Non, excusez-moi, ça c'est uniquement pour les sous-marques. Uniquement pour les sous-marques, parce qu'ils tirent tellement les prix qu'on n'y arrive pas. Mais à notre propre marque, jamais. C'est que dans la MDD où on va utiliser de la graisse d'origine animale. Okay. D'ailleurs, comme je vous l'ai écrit, que nous n'utilisons que la graisse végétale. D'accord. Ensuite, j'arrive vers les moules et puis je vois que les moules sont crades, sont très très sales. Il y a à peu près 1 centimètre. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec le nettoyage? Il me dit, non, monsieur le rabbin, jamais on nettoie un moule. Tous les 6 mois, on les fait retéflonner, mais ça s'appelle le culot du moule. C'est ce qui permet à ce que la biscotte n'adhère pas au moule. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe avec votre nettoyage? Il dit, regardez le plafond, regardez le parterre, regardez les vitres, comme on a nettoyé. C'est-à-dire que le nettoyage dont il parlait, c'est pas le nettoyage dont moi je parlais. C'était pas ce qui m'importait. Moi, ce qui nettoie le plafond, les vitres et le parterre, c'est peut-être important, mais c'est en tous les cas pas ce qui m'importait. Donc, lorsque
lorsque on parle de la confiance qu'on peut avoir, ou même le fait qu'il est mirtat, qu'il a peur de mentir parce qu'il se fait attraper, mais s'il a le moyen de dire qu'il n'a pas du tout menti, qu'il nous a raconté 100% la vérité, mais il l'a vu d'un autre prisme, d'une autre manière. Alors j'ai raconté ces deux histoires à Rav Nissim Karelitz. Et je lui ai dit, mais alors, tout le héter, la permission de suivre les informations qu'une personne non juive nous donne est caduque. Il a réfléchi, il a dit, peut-être. Il n'a pas voulu trancher comme quoi on était dans une situation dépassée. Souvent, on va relayer un scandale agroalimentaire, on va vous dire, ils utilisent, il y a un enfant qui a une allergie. Là, dernièrement, on m'a envoyé et vous savez, ils envoient de l'un à l'autre. Il y a un enfant qui a consommé un yaourt Alpro qui était allergique au lait, qui a commencé à gonfler, qui a dû être hospitalisé. Donc le Alpro n'est pas cachère, tromperie sur la cache-route. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que c'est cachère parvé alors qu'il y a un enfant qui a failli mourir? Des traces de lait présentes dans ce produit-là. Mais en fait, les gens ne savent pas du tout comment est-ce qu'on calcule un taux d'allergie et un taux de cache-route. C'est pas du tout la même chose. Dans les deux sens. Dans les deux sens. En effet, les allergènes ne sont pas transmissibles dans les kélim, dans les ustensiles. C'est-à-dire que si j'ai cuit des arachides dans ma casserole, que j'ai ensuite lavé au pec citron ma casserole, je peux cuire un plat pour quelqu'un qui est hautement allergique dans l'arachide sans aucun risque. D'accord ? Par contre, si je cuis dans une casserole des pommes de terre et dans l'autre des arachides et qu'ils sont sur le même feu, eh ben, il y a un risque qu'il y ait une contamination et que l'enfant qui soit allergique à l'arachide soit atteint par le fait qu'il ait consommé des pommes de terre qui, elles, ont été contaminées par l'élément allergène qu'il y a dans l'arachide. Donc, une chocolaterie à Agen, la chocolaterie de Linde, qui a des conches séparées dans lesquelles ils font des chocolats au lait et d'autres chocolats à partir de 70% de cacao, 85% et 99% de cacao. Ils le font dans des conches totalement réservées au chocolat noir. Pas pour des raisons de cache-route, mais pour des raisons organoleptiques, c'est-à-dire que les gens qui aiment le chocolat, réellement, pas qui aiment ils aiment ce chocolat qui est noir, qui est entièrement sans lait. Donc ils veulent préserver pour leur marque, pour leur renom, une chaîne qui est entièrement sans lait. Donc pour nous, sans lait, c'est parvé. Si c'est parvé, on le met sur l'estampille et c'est vendu donc au duty free en tant que chocolat parvé. Donc il y a une famille qui a un enfant hautement allergique, il va avant de monter dans l'avion au duty free, et puis cet enfant commence à manger le chocolat, et puis tout d'un coup il commence à gonfler, et on le fait hospitaliser, et qu'est-ce qu'on trouve? Une allergie au lactose, due au fait qu'il a consommé du chocolat parvé. Donc les parents se retournent contre le duty free se retourne contre le rabbinat, et l'usine dit mais le rabbinat a fait une faute parce qu'elle n'a pas écrit parvé sur un produit dans lequel on fait dans la même usine des produits laitiers. En fait, pour nous, parvé, ça veut dire neutre selon la halakha. Or, si pour nous la chaîne est entièrement séparée et qu'on met jamais de lait dans ces conches-là, pour nous c'est parvé. Mais selon les critères
liées aux allergies, il faut qu'il y ait une cloison, une séparation entre les chaînes pour qu'il n'y ait pas de contamination croisée, pour qu'il n'y ait pas de produits volatiles dans lesquels il y a du lactose qui aille de la chaîne A vers la chaîne B. D'accord? Donc, nos critères ne sont pas les mêmes que leurs critères. Leur manière de parler n'est pas la même manière que notre manière de parler. Zetari vezebari, c'est bon et c'est frais. Lorsque un jour j'étais au Sénégal et qu'on fabriquait du thon Listao, et c'était marqué sur la boîte, thon Listao, il y avait 3 jours de pêche. Donc on était lundi, mardi, mercredi, jeudi pour des productions, et jeudi soir on avait notre vol de retour pour rentrer en France, mais donc tout devait être mis en boîte jeudi à 5 heures, toute la production devait être finie. Et lundi, mardi, mercredi, il y a une bonne pêche de Listao, et jeudi, il n'y a pas de pêche de Listao. Alors il y a de la pêche au filet, mais les gens ne sont pas tellement intéressés parce qu'il y a quand même un effet de stress sur les poissons lorsqu'ils sont pêchés au filet, et il y a du purpura dans les poissons, donc il y a des taches de sang, du stress au moment où ils sont entrés dans le filet. Donc il vaut mieux prendre des poissons pêchés à la canne. Et ils viennent, ils nous disent, écoutez, nous on a des bonites qui ont été pêchés à la canne, très bonne qualité, mais un prix un peu supérieur. Nous on est prêt à vous faire le prix du Listao, et donc on va produire ce matin. Monsieur le rabbin, vous n'avez pas d'objection? J'ai dit non, je n'ai pas d'objection de principe, parce que la bonite est un produit sur lequel il y a également des écailles et des nageoires. Mais j'aurais pu être en opposition. Pourquoi? Parce que vous avez une boîte de conserve dans laquelle vous allez écrire thon Listao, et ce n'est pas du Listao que vous avez dedans. Donc il y a une tromperie sur marchandise. Je dis non, mais il n'y a pas de problème, c'est le même thon, vous n'allez pas rigoler, vous n'allez pas faire une différence entre du Listao et de la bonite. C'est quand même, c'est du thon, il est frais, il est bon, on mettra de l'huile, et puis c'est tout. Donc c'est-à-dire que ce qui pour lui est quelque chose de très simple, pour nous n'est pas aussi simple que ça. Ça aurait pu aussi être un poisson sur lequel on a une sheila, on a un problème. On parle de l'évolution industrielle. Il y a l'évolution positive et l'évolution négative. Un des éléments de l'évolution négative, ça a été le scandale dont on a parlé à propos de Bonduelle. Mais on a également une évolution négative qui existe déjà depuis plusieurs décennies en France. C'est ce qu'on appelle l'évolution du concentré de tomates. En effet, lorsque vous allez dans une usine qui fait du concentré de tomates au Maroc ou en Turquie, ces usines-là, elles travaillent pendant 3 mois, août, septembre, octobre, un peu en novembre, et ensuite il y a quelqu'un qui vient avec une grande chaîne et qui ferme l'usine. Et cette usine, elle est fermée jusqu'à l'année prochaine. Autant qu'il y a certaines usines de matzot qui commencent à travailler décembre, janvier, février, mars, avril, et en avril, elles ferment parce qu'elles n'ont plus de matzot à vendre. Aujourd'hui, on fait déjà des crackers de matzot et on fait encore d'autres produits pour essayer de rentabiliser les machines et de pouvoir travailler en produits en production toute l'année. Mais en France, on a un réel problème parce que même si on fait d'autres chaînes dans l'usine avec lesquelles on peut faire des confitures, on peut faire des compotes de fruits, etc., on n'est pas sûr que la saison des autres fruits et légumes va exactement s'enchaîner suite à la production de tomates. Et on voit lorsque on va en Alsace chez un distillateur, on se rend compte qu'il va distiller chaque fois des produits frais, et des fois il a pendant 15 jours rien à distiller. Pourquoi? Parce que si on est sur un produit frais, on n'est pas sûr d'avoir une chaîne continue. Et donc les usines de concentré de tomates avaient un réel problème en France parce qu'ils avaient des employés
Et il fallait payer l'URSSAF, il fallait payer les salaires, ce qui faisait qu'ils devaient être en activité 365 jours sur 365. Est-ce qu'ils travaillent en 1-8, 2-8 ou 3-8? Ça, c'est selon ce qu'ils ont décidé, mais il faut qu'ils puissent respecter durant toute l'année le même rythme de travail. Et c'est là qu'ils ont pensé une manière qui est la suivante, c'est on va faire du concentré en tonneau, en fût, en big bag de 75 kg et on va le garder. On va avoir une réserve dans laquelle on va garder ces concentrés de tomates et ensuite on va faire des petites boîtes. Durant toute l'année, on va faire, selon la commande, des boîtes de 125 grammes, des boîtes de 250 grammes, des tomates à la bolognaise, des tomates aux pâtes, etc., etc. Ils vont décliner tous les produits et sous-produits qu'on peut faire avec du concentré de tomates. Et c'est là où on a un problème et d'ustensiles et de retour de vapeur dans les usines en France sur les concentrés de tomates. Donc le problème qu'on a eu aujourd'hui avec les conserves, en fait, dans les concentrés de tomates, existait depuis fort longtemps, de manière très très claire. Et c'est pourquoi on va vous dire il faut prendre du concentré de tomates que du Maroc ou de Turquie, ou alors d'Italie. Il y a beaucoup d'usines qui ont été vérifiées, Muti, Rolli, Valfruita, etc. Et moi-même en Italie et en Espagne, j'ai jamais découvert ces pratiques-là de concentré de tomates conjugué avec de la viande. Par contre, dans l'huile, on va avoir une évolution positive. En effet, lorsque Georges Le Sieur, au début du siècle, a fondé sa société, il faisait de l'huile, il faisait de la margarine, il faisait même du savon de Marseille. Mais donc il récupérait à chaque stade de purification, il récupérait ce qu'il pouvait faire, il faisait un sous-produit de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza ou de l'huile de maïs qu'il prenait. Aujourd'hui, les machines étant tellement perfectionnées et tellement chères qu'ils vont travailler un monoproduit pendant longtemps. Il y a un problème entre le soja pays, le soja transgénique, donc ils vont faire très attention que ce soit sur des lignes séparées. Et de plus en plus, ils vont pouvoir garantir une traçabilité totale du produit. S'ils peuvent garantir une traçabilité totale du produit, moi, de mon côté, je suis sûr et certain de mon produit. Et ils vont même encore faire plus que ça, ils vont sortir des marques qui vont s'appeler cœur de tournesol et fruits de colza ou le contraire, et qui sont des produits qu'ils ont fait, comme on dit, mitrilat aktisha ad gmara yitzur, c'est-à-dire depuis le début de la plantation jusqu'à la mise en bouteille, ils ont un contrôle total. C'est leur produit, c'est leur champ. D'accord ? Donc il existe ce qu'on dit une traçabilité totale du produit. Donc lorsque autrefois on avait un problème sur l'huile, aujourd'hui ce problème a disparu. Par contre, la graisse de palme et la graisse de coco qui vient de Malaisie et de Thaïlande, qui a un problème au niveau du transport. C'est-à-dire que, étant donné que les propriétés de ces graisses-là font qu'ils ont une température de fusion à 75 degrés, donc on devra transporter dans des cales calorifuges, et puisqu'on transporte dans des cales calorifuges, on a un problème de contamination croisée qu'il peut y avoir dans ces containers-là. C'est pour ça qu'on est obligé de savoir les 3 derniers transports et on est obligé de savoir qu'est-ce qu'ils ont transporté avec, puisqu'il y a un retour de vapeur dans les bateaux. Donc, lorsqu'on parle de palme, on est obligé de tracer du début à la fin, et aussi à Rotterdam ou à Hambourg lorsque ça arrive au port, puisque pour le sortir, il faut chauffer le produit. Donc les tuyaux sont utilisés à chaud. Donc il faut voir est-ce qu'il y a des pompes dédiées ou pas. Donc la situation est beaucoup plus complexe sur un produit de palme, sans les problèmes que Ségolène Royal a fait. Il y a déjà un problème au niveau cache-route,
comment est-ce qu'on trace le produit de palme ou de coco. Ce qui n'est pas le cas sur l'huile de tournesol et l'huile de colza. Alors, surtout les dames sont très friands de produits allégés. Qu'est-ce qu'un produit allégé? Qu'est-ce qu'un taille fine? Qu'est-ce qu'un beurre allégé? Qu'est-ce qu'une confiture allégée? Qu'est-ce qu'une mayonnaise allégée? Qu'est-ce qu'une margarine allégée? En fait, c'est ce qu'on appelle en langage codé MLM. Mange la moitié. C'est-à-dire qu'ils vont mettre dans le beurre allégé la moitié du beurre. Ils vont mettre dans la confiture allégée la moitié de sucre. Ils vont mettre dans la margarine allégée la moitié de margarine. Ils vont mettre dans le yaourt la moitié de matière grasse. Le problème, jusqu'à là on est bon. Le problème, c'est qu'ils veulent remplacer, puisqu'il faut avoir dans 1 kilo de beurre, il faut avoir finalement qu'un demi-kilo de beurre. Donc comment est-ce qu'on va remplacer? On va rajouter de l'eau. D'accord? Mais l'eau, c'est pas aussi bon que le beurre. Donc de tartiner de l'eau sur une tartine, c'est pas super. Donc on va utiliser un émulsifiant qui va permettre le mélange homogène du beurre et de l'eau. Et lorsque je vais tartiner ma tartine, je ne vais pas sentir que en fait mon beurre est gonflé à l'eau. Lorsque je vais avoir un yaourt, lorsqu'il y a beaucoup moins de matière grasse, il y a un risque que ça n'a pas l'air très joli ça a l'air moins yaourt. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la gélatine pour que ça tienne bien. Alors on va essayer par d'autres moyens, parce qu'il y a quand même d'autres communautés à part les communautés juives qui aussi sont des fois intéressées par des régimes et qui n'aiment pas la gélatine porcine. Donc on va essayer d'autres produits. Et c'est pourquoi lorsque j'étais chez Yoplait Danone à Pointe-à-Pitre la semaine dernière, j'ai vu qu'il y a certaines recettes qui ont changé, dans lesquelles ils mettent plus de gélatine. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un autre moyen, avec des carragénanes et d'autres, de faire tenir le yaourt malgré le fait qu'il y ait moins de matière grasse. Une confiture allégée, on veut que la confiture soit sucrée. Comment est-ce que je peux mettre sans sucre ajouté alors qu'il y a un pouvoir sucrant qui est le même? Alors il y a deux manières, ou il y a trois manières. Soit je rajoute de l'acésulfame, de l'aspartame, du sucralose dans ma confiture. Donc il y a d'autres matières sucrantes externes qui vont entrer dans le produit et qui vont me permettre d'avoir un produit plus sucré. Et puis il y a une autre manière, c'est de concentrer un peu plus ma confiture. Donc lorsqu'elle est plus concentrée, donc elle est peut-être au niveau, elle est peut-être moins onctueuse, mais elle est autant sucrée. Et ensuite il y a une troisième manière, c'est de mettre des mous de raisin. C'est-à-dire j'ai du concentré de jus de raisin qui a un pouvoir sucrant, mais c'est un fruit, c'est un concentré de fruits. Donc ce sera sans sucre ajouté, et pourtant c'est avec des sucres extraits d'autre part qui pour nous sont problématiques. Donc dès que vous avez un produit allégé, il faut se méfier. Alors Maetza, c'est tout simplement de prendre la moitié, c'est-à-dire de beurrer plus fin. Il y avait l'hôpital qui s'était plaint. Il avait dit non, le kasher, il y a le double d'acide insaturé dans sa margarine. C'est un scandale. Les rabbins veulent faire mourir les patients cardiaques, etc. Donc j'ai écrit à l'usine, j'ai dit c'est pas possible, vous ne faites pas de la margarine allégée, les pauvres ils sont en cardiologie et vous
fait des produits dangereux. Et la réponse de l'usine, c'était la margarine allégée que nous livrons à l'hôpital dans le circuit non cachère est exactement la même. C'est uniquement que nous avons rajouté donc 50% d'eau et elle est donc effectivement allégée, mais la recette est la même. Donc cela veut dire que pour le même patient, s'il prend la moitié, il est au niveau cardiologique dans les mêmes risques qu'il a que s'il prend de la margarine allégée. Alors, ce qui est important, c'est d'apprendre à lire l'étiquette. Apprendre à lire l'étiquette parce que, justement, lorsqu'il y aura marqué sucre au pluriel, ça doit nous interroger. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué matière sucrante? Ça doit nous porter à réflexion. Toutes ces choses-là, parce qu'il y a d'un côté une obligation de prévenir, il y a une obligation d'informer, mais si on peut informer d'une manière dont on est dans toute la légalité et on n'a pas trop dit, alors on préfère s'en tenir là. Lorsque on m'a demandé hier, mais pourquoi est-ce que les M&M's ne sont pas cachers en Europe alors qu'ils ont le OU aux États-Unis? C'est tout simplement parce que la législation demande à ce que lorsque on introduit du E124 dans un produit, la législation l'autorise, mais il y a une obligation de prévenir le consommateur et il faut écrire sur tous les emballages la présence de E124 peut provoquer des troubles du comportement de l'enfant. Alors vous pouvez bien vous imaginer que les gens ils laissent à nouveau le paquet sur l'étalage et c'est pourquoi ils ne veulent pas le prendre. Alors hier on m'a demandé quelle est la différence entre les 40 sacs cachers et les 40 sacs pas cachers. J'ai donné un élément, mais si vous voyez bien les 40 sacs que je fais, il y a une couleur qui est absente, c'est le rouge. Il y a toutes les couleurs, bleu, blanc, gris, vert, mais il n'y a pas les 40 sacs rouges. Pourquoi? Parce qu'on a le même problème sur la législation française, et donc Haribo France ne voulait pas écrire cette mention sur leur paquet. Donc eux, pour le non cachère, ils sont revenus sur du E120, qui est donc de la cochenille d'origine animale, et pour le produit cachère, on n'a tout simplement pas fait avec une couleur rouge. Mais aux États-Unis, les M&M's continuent à utiliser du E124, puisque aux États-Unis, on n'est pas obligé de le noter. Alors, ne croyez pas qu'on n'utilise pas du E124 dans l'industrie agroalimentaire en France. Toutes les pâtisseries ou confiseries qui sont vendues à l'étal, où la personne se fait emballer le produit devant elle, la législation considère qu'à ce moment-là, c'est déjà le consommateur qui a pris ses responsabilités et que le vendeur n'est pas obligé de prévenir le consommateur. Puisqu'il a dit tu me mets 100 grammes et qu'il l'a mis devant lui dans le sachet, il n'y a pas d'obligation de prévenir le consommateur. Alors, lorsqu'on est présent dans les usines, on permet aux usines de leur donner les solutions, de pouvoir avec eux réfléchir comment est-ce qu'un problème de présence de lait ou un problème allergène peut être résolu et pour la cache-route et pour le problème allergique. On a aussi souvent des usines qui sont très réticentes à changer les ingrédients. C'est-à-dire, on a parlé de sécher un produit avant de l'enrober. Lorsque je suis allé dans une usine qui utilisait de la poudre de lait, je leur ai dit, moi je vous propose, comme une autre usine que j'ai vue en Espagne, qui utilise du talc de l'Uznac pour sécher ses produits. Et ils ont utilisé du talc et ils se sont rendus compte que ça marchait très bien. Donc ils ont
adopté cette manière-là. Un jour, en Israël, vous savez, les pauvres, les Ashkenazim, à Pessah, ils n'ont pas de quoi manger. D'accord? Parce que tout leur a été interdit, c'est-à-dire qu'à part les matzot et la viande, ils n'ont pas grand-chose. C'est ce qu'ils appellent les kitniot. Donc, tous les légumineuses qui peuvent être apparentées avec lesquelles on peut faire de la farine, ils ne consomment pas. Donc, il n'y a pas de pois chiches, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de... Et un beau jour, on vient et on leur dit, vous savez que on a mis un œuf dans le iode, il est devenu jaune. Donc, c'est la preuve qu'il y a de l'amidon dans les œufs. Et puisqu'il y a de l'amidon sur les œufs, donc il y a un risque de chametz, donc vous ne pouvez pas consommer d'œufs. D'accord? Donc, ni pois chiches, ni lentilles, ni quoi que ce soit, et pas non plus d'œufs, c'est pas Yom Kippour. C'est pas Pessah. Donc, Tnouva m'a appelé et m'a dit, écoutez, l'usine, elle se trouve en France, est-ce que vous pouvez aller vérifier qu'est-ce qui se passe? Parce que certainement, c'est l'encre avec lequel on écrit la date, et on écrit le numéro de l'œuf dans lequel il doit y avoir du chametz. Je vais dans l'usine, alors je me rends compte que toute l'encre non alimentaire, c'est de l'encre d'origine minérale, c'est des sous-produits du pétrole, et toute l'encre alimentaire, en fait, il faut que l'encre alimentaire, selon la loi, je puisse la boire. Je prends un verre d'encre et je le bois. Donc tout ce qui est sur un fromage, sur un œuf ou sur de la viande en contact direct, il faut que ça soit comestible. Donc je vérifie les ingrédients et je ne trouve pas 1 gramme de chametz. D'accord? Il n'y a aucune forme de chametz. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'on a utilisé tous les éléments naturels existants dans la nature. Donc végétal et animal, avec lesquels on va teindre. Ce qu'on utilisait autrefois, la cochenille, l'encre de sèche, etc. Donc c'est avec ces éléments d'origine animale et d'autres d'origine végétale qu'on va faire cette encre. Donc, étant donné qu'il demande une hashgacha, bien sûr, on va essayer de substituer, de faire uniquement avec de l'encre d'origine végétale. Mais quelle a été la fin de l'histoire? C'est qu'en fait, les poules, elles pondaient dans des endroits qui n'étaient pas propres, et comme l'œuf était chaud, donc le maïs et d'autres éléments qui étaient riches en amidon, qui restaient dans le fond de leur poulailler, ont fait qu'il y avait des restes sur les œufs. Et c'est pourquoi ces œufs-là contenaient de l'amidon. Mais donc la solution avait été trouvée, mais ce qui est intéressant de voir, m'a montré dans l'usine, comme quoi les œufs en Eretz Israël à 5h du matin qui sont pondus et ceux à 11h du matin, il y a une différence énorme dans les kibbutzim dans le nord du pays. À 5h du matin, il fait très frais et à 11h du matin, il fait très chaud. Or, les buses commencent à ne plus laisser passer l'encre, puisque l'encre n'est plus assez liquide vers 11h, puisqu'il y a un dessèchement de l'encre, et c'est pourquoi il devait faire une courbe inversement proportionnelle à la température pour obtenir une encre exacte. Alors je dis, Baruch Hashem, nous on connaît déjà ça, on sait qu'un Sefer Torah il ne doit pas être menoumar, un Sefer Torah il doit être écrit de la même manière, et que tous les sofrim ils ont Dio Choref et Dio Kait. Ils ont de l'encre pour l'été et de l'encre pour l'hiver, parce que selon l'humidité qu'il y a à l'extérieur, il faut que le Sefer Torah puisse conserver la même écriture. Je lui ai dit, vous savez, ça existe chez nous depuis très longtemps. Et en fait, et toute la recette d'encre, c'était des recettes de Chazal. C'est des recettes Karkantom et Kantom, et toutes ces plantes desquelles on faisait un extrait d'encre autrefois, du temps de nos sages, pour en faire de l'encre de Sefer Torah. Eux, ils l'utilisent aujourd'hui pour de l'encre alimentaire, végétale et non animale. Comme quoi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser également la sagesse de la Torah pour trouver des solutions dans des
problèmes quotidiens. Alors, ces appareils sont vraiment très très performants puisque la surface sur laquelle on va écrire la date et n'est pas une surface lisse et n'est pas une surface plane. Donc il faut qu'il y ait un œil laser qui calcule la différence entre l'endroit de la buse et l'endroit où on va appliquer l'encre pour pouvoir écrire de manière linéaire sur cet œuf-là. Donc beaucoup de chorma, beaucoup de progrès qui peuvent être faits pour l'écriture alimentaire. Alors, hier, on a parlé durant les différents shiurim qu'il y a encore beaucoup de produits sur lesquels il y a des controverses et sur lesquels il n'y a pas de consensus au niveau de la halakha et chaque tribunal rabbinique prendra la décision de faire selon son cahier des charges. Alors son cahier des charges, il doit normalement être respectueux en totalité de la halakha, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir tranché sur une question dans laquelle il y a une controverse dans la halakha. Les deux existent. C'est-à-dire, si c'est une industrie de matières premières, souvent il a des marchés qui lui sont fermés parce qu'il n'est pas cachère. Donc c'est-à-dire qu'une usine d'huile, une usine de flocons de pommes de terre, une usine d'amidon de pommes de terre, une usine de champignons, il a besoin d'être cachère parce qu'on lui dit, écoute, si tu veux pouvoir rentrer aux États-Unis, si tu veux pouvoir rentrer en Israël, il faut que tu sois cachère. Si tu peux pouvoir me servir comme matière première dans telle et telle usine, tel et tel fournisseur, tu peux être référencé que si tu es cachère. D'accord ? Donc ça, c'est la démarche de l'usine. L'autre démarche, c'est un fabricant cachère qui, lui, il était à l'ISM à Francfort ou au CIAL à Paris ou au PLM à Amsterdam. Et il a rencontré des industriels et il dit, ah, vous avez un très beau produit là, vous avez des cacahuètes sucrées, ah, vous avez ici des petits gâteaux qui vraiment pourraient intéresser ma clientèle. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un rabbin qui vienne faire un audit et qui voit si c'est la faisabilité cachère, et alors on fait un audit dans l'usine, on donne un rapport de faisabilité donc au commanditaire, et lui ensuite qui décide selon la difficulté et des changements qui doivent être opérés et de la logistique pour fabriquer et des prix finaux de ce produit-là, va décider est-ce qu'il va fabriquer ou pas. Donc pas tout audit amène à une fabrication, mais en tous les cas c'est comme ça la démarche. Par exemple, j'étais dernièrement à Rome pour une usine de raviolis, et entre le moment où j'ai fait la visite et le rapport, elle avait fait faillite. Donc on ne pouvait plus produire là-bas, d'accord ? Donc on a dû aller dans une autre usine. Donc c'est des choses qui arrivent aussi, que finalement pour des raisons économiques, ils ne peuvent pas produire ou ils ne veulent pas produire. Après j'étais une fois en Roumanie dans une usine, et on avait déjà fait la sélection des produits, et puis finalement il s'est avéré que en fait en France, un ensemble de produits utilisés dans cette usine-là était interdit à la consommation selon la législation française, et donc on ne pouvait pas fabriquer. Bien qu'on est en Europe, il y a encore certaines habitudes locales qui font qu'il faut être très vigilant pour être sûr que le produit peut être agréé. Des fois la loi elle peut être encore beaucoup plus subtile. Par exemple, lorsque vous faites du foie gras cachère, qui a déjà été cachérisé dans une conserverie en France, la loi elle est que on peut transformer dans une usine CE ces produits-là, mais l'usine n'est pas obligée de donner l'estampille CE sur un produit qui a été transformé au préalable de manière cachère. Donc c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir investi, avoir fait son produit, et finalement le vétérinaire qui est sur place
va dire non, c'est pas conforme exactement à la législation européenne. Voilà, le cahier des charges n'est pas exact, ne correspond pas exactement à ce que. Donc on vous autorise à utiliser le matériel, on vous autorise à rentrer dans une, mais on n'estampille pas CE. Alors, votre question est très bonne. Et malheureusement, on est à combien de semaines que je suis en train d'enquêter, on a eu sur 5 usines, donc 5 groupes, 2 groupes ont déjà répondu de manière négative et ont dit oui, nous mettons du jus de viande également. D'accord ? Et 3 groupes n'ont pas encore répondu. Et pourtant, on a écrit et mail et téléphone. On n'est pas sorti de l'affaire, d'accord ? C'est pas nous qui allons sortir. Par contre, je suis en contact avec une société Ardo qui a 25 usines en Europe en produits congelés, qui elle va donner exactement son réseau de distribution et en marque de distribution, c'est-à-dire Aldi, Lidl, Carrefour, etc., sur ces produits-là. Donc il y aura une gamme en congelé, en boîte de conserve, je pense que ça prendra un peu plus de temps, on y arrivera. Seulement sur les surgelés poêlés. Il y a les préparations pour ratatouille, etc. Les surgelés qui sont blanchis ont le même problème que de retour de vapeur. C'est-à-dire que si ils font des poêlés et qu'il y a du jus de viande dans ces usines-là, et qu'on blanchit le produit, c'est-à-dire que mon fond d'artichaut, il va passer à l'eau bouillante avec de l'acide citrique pour qu'il n'oxyde pas au moment où je le sors de la congélation, j'ai un problème. D'accord ? Donc j'ai pas dit que c'est pas cachère, mais j'ai dit que pour le moment, on peut assurer que les produits qui sont foncés, qui n'ont pas été du tout transformés dans l'usine. À moins qu'on sache que dans cette usine-là, ils ne font pas de viande. On n'est pas obligé d'être marzik issour, c'est-à-dire que Picard, c'est une vieille histoire, depuis longtemps sur la liste du consistoire, c'est marqué, comme quoi, étant donné qu'il y a chez Picard des fabrications de plats cuisinés et qu'il y a des retours de vapeur, il faut s'abstenir de décongeler Picard. D'accord ? Si bois de maïs et cœur de palmier ne font pas partie du problème. Les champignons, alors, moi ce que j'ai vérifié en Hollande, je suis allé dans 4 usines. Donc chez Lutèce et FLM. D'ailleurs, chez Prochamp aussi, c'est la même chose. Eux, ils n'utilisent aucun produit interdit. Il y avait juste, on a découvert pour un client en Angleterre, ils faisaient des poches. Donc maintenant, vous savez, ils font des poches comme ça de champignons avec du vinaigre de vin. Mais c'est tout ce qui se passait. Et on était plusieurs à Vanim, il y avait le fils de Ravlando et d'autres. Et on a dit que c'était Batel, qu'il y avait moins d'un 60. Regardez, je ne connais pas toutes les marques. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que moi j'ai vérifié, c'est Lutèce, FLM, Prochamp. Si ça provient de Hollande, il n'y a aucun problème. Les plus grands producteurs de champignons au monde sont les Hollandais. Les plus grands consommateurs au monde de champignons sont les Israéliens. Sans aucun problème. Tout à fait. À part, bien sûr, la question dont on a parlé Shabbat de Bichoul Israël, mais il y a une chouva dans le Minchat Yitzhak Chelek Dalet, dans lequel il s'appuie sur le Maritat, qui dit que si c'est à la vapeur et dans une industrie, c'est pas Bichoul Akoum. Alors, un avantage et un inconvénient. Alors, l'avantage des produits sur ma liste, c'est qu'ils ont vendu en Eretz Israël avec l'autorisation de la Rabbanut Harashit et Israël. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un contrat moral entre l'usine et le producteur de ne pas changer les ingrédients. D'accord ? Ça, c'est le plus. Le minus, c'est qu'il y a du lactosérum dans ces produits-là. Et le lactosérum, c'est un sous-produit du petit lait du fromage.
et qu'il y a une discussion là-dessus. Est-ce que c'est considéré comme un sous-produit du fromage? Est-ce que c'est considéré comme un sous-produit du lait? Ou est-ce que c'est un pirsha b'alma, c'est un détritus qui lui ne fait plus que partie du lait non surveillé ni du fromage non surveillé. L'avis de Rav Moshe Feinstein, c'est que ce produit est autorisé. Et c'est sur cet avis-là que je me suis appuyé pour faire cette liste-là, et c'est les directives également du grand rabbinat d'Israël. Donc sur ce point-là, ma liste est plus permissive. Non. Alors, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence d'ingrédients entre une production cachère et une production non cachère de Nutella, de Coca-Cola ou d'autres produits. Par contre, lorsqu'on va vous demander, on va vous dire, il y a du Nutella cachère le Pessah, il y a du Coca-Cola cachère le Pessah. Étant donné que le caramel, on peut l'obtenir sur du maïs, on peut l'obtenir sur de la betterave, on peut l'obtenir sur du blé, et qu'il y a un lobby et une pression de ne pas utiliser à cause des éléments transgéniques pouvant exister dans du glucose à base de maïs, donc les usines vont opter plutôt pour du glucose à base de blé. Donc en Europe, on est à plus que 50% de glucose de blé. Donc cette même usine, lorsqu'elle va décider de faire une production cachère le Pessah, il est très possible qu'elle va se tourner vers un fournisseur de glucose qui n'est pas problématique pour Pessah, et qu'à partir de janvier, ils vont dire on va fabriquer qu'avec du glucose qui n'est pas problématique pour mon client israélien qui va me prendre 10 camions de Nutella cachère le Pessah. Coca-Cola va dire moi, c'est vrai que je préfère ne pas prendre du glucose qui n'est pas de blé, parce que le glucose de blé, il est stable, il n'est pas très cher, il n'a pas de problème transgénique, mais parce que j'ai une grande commande pour Israël et pour la communauté juive, donc je vais changer mon glucose à partir du 15 février et jusqu'à fin de épuisement du stock de ce glucose-là, je vais utiliser ce glucose-là. Donc ça veut dire que c'est la même recette, mais pour nous, ça a une nafkamina, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une différence à l'achik pour Pessah entre les deux produits. Chaque organisme de cache-route a ses règles pour Pessah. Par exemple, même lorsqu'un produit est totalement cachère le Pessah, jamais vous pourrez trouver une attestation de ma part sur laquelle il y a marqué cachère le Pessah. D'accord? Les attestations annuelles que je donne à un produit, ce sont des attestations cachères. Pour cachère le Pessah, la plupart des organismes de cache-route demandent un surveillant rabbinique sur place au moment de la fabrication. Donc, un produit peut être vendu et il y a marqué kasher lo kolel yomot Pessah. Il ne convient pas pour les jours de Pessah. On ne va pas changer les ingrédients, on ne va rien changer. Mais pour Pessah, selon ce Rav, il faut qu'il y ait la présence physique d'un surveillant rabbinique. Donc vous allez voir, dans les magasins kasher, vous allez voir, il y a de l'huile. Tante Rachel, tante Léa, tante Sarah, je ne sais plus exactement. Et il y a marqué kasher, d'accord, dessus, sous la stricte surveillance de Rav Eliezer Wolf. Et puis de temps en temps, vous allez voir kasher le Pessah. C'est la même huile, il n'y a pas de changement. Mais dès que c'est marqué kasher le Pessah, j'envoie un surveillant sur place qui vérifie la production. Ok ? On peut mettre un principe en place, surtout pour Pessah, de dire que une gestion ou une vérification empirique n'est pas suffisante pour Pessah. Mais on peut comprendre que même sur un produit où il n'y a pas vraiment de problème, si on écrit kasher le Pessah, on a envie d'avoir le cœur net et d'envoyer un surveillant pour voir exactement ce qui se passe sur place. Alors que c'est sûr qu'il n'y a pas de
de sandwich qui va rentrer dans l'huile, d'accord? Moi, je vous dis très franchement de ne pas acheter ni l'un ni l'autre, d'accord? Ça, c'est mon avis. Mon avis, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Je dis qu'il faut prendre du lait surveillé, il faut prendre quelque chose qui est madrine. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais je dis, celui qui va l'acheter dans le cachère, il peut l'acheter aussi dans la grande surface. C'est tout. Il faut acheter de la purée avec Ashgacha parce qu'il y a des émulsifiants qui peuvent être pas cachers. Oui. Oui, il est toujours autorisé. Je l'ai retiré. Je l'ai retiré parce que j'étais pas sûr qu'il n'y avait pas de retour de vapeur de l'usine qui fait du fromage. Mais en fait, il n'y a aucun problème. C'est totalement séparé. Non, non, c'est pas un fromage. Les kiris ne sont pas un fromage, d'accord? Ce sont des pâtes à tartiner. C'est de la crème avec du beurre mélangés ensemble selon un process. Et il n'y a aucune différence entre le kasher et le non kasher. C'est que les usines de chocolat ne peuvent absolument pas assurer le fait qu'il n'y a pas de lait dans leurs produits. D'accord? Le lait est un produit omniprésent dans les usines de chocolat. Autant qu'ils ont refusé totalement lorsqu'on leur a proposé de mettre d'autres matières grasses moins chères que le beurre de cacao, du palme ou d'autres, ils ont totalement refusé. D'accord? Ils se sont mis en syndicat pour ne pas accepter la loi. Concernant le lait est un produit totalement présent dans les usines de chocolat. Donc il y a uniquement dans les lignes 70%, etc., où il y a des conches séparées, où on peut dire qu'il n'y a pas de trace de lait. J'ai dit que lorsque c'est marqué sur un cornflakes ou lorsque c'est marqué sur un produit trace de lait, ça n'a pas de conséquences pour nous, d'accord? Mais j'ai dit que dans le monde des chocolatiers, on ne peut pas donner d'assurance qu'il n'y a pas du lait réellement dans ces produits. Moi, un jour, j'étais avec c'était sur une barque entre Ambange et Madagascar, avec un acheteur de fèves de cacao, et il m'a raconté qu'il y a une usine qui achète des fèves de cacao au Brésil premier prix, et que le pH étant tellement acide qu'ils sont obligés de mettre de la poudre de lait pour traiter la fève. D'accord? Pour traiter la fève. Pour que ça soit un pH neutre. Donc ça veut dire que dire que dans le monde du chocolat, parvé, moi je ne peux pas en tout cas vous donner la garantie. Maintenant il y a Barry Callebaut en Belgique qui fait des 5 kilos dans un premier atelier dans lequel ils font que du chocolat noir. Mais dans tous les autres ateliers dans lesquels ils font des gouttes, etc., ils disent eux-mêmes, on remalaxe le chocolat dans lequel il y a également du chocolat où il y a du lait dedans. Nous, on regarde selon, comment on appelle ça, selon un certain pourcentage de pureté et on déclare que c'est du chocolat noir. Regardez, moi je ne connais pas tous les glaciers et trucs. Ce que je sais, c'est qu'en Italie, par exemple, il y a beaucoup de glace, ils mettent beaucoup de gélatine dedans. Donc, je ne sais pas. J'ai pas pu vérifier, ça m'a été demandé par plusieurs personnes. Donc, je suis allé, j'ai photographié les codes barres des Magnum, mais pour le moment, Magnum, eux, ils mettent magnum.com. Ils ne donnent pas de référence où ils le font, où ils le fabriquent. Donc je m'imagine que c'est une recette pour le monde entier, mais ça ne veut pas dire que j'ai pu vérifier. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis encore en train de vérifier. Okay. C'est-à-dire que moi, ma hashkafa personnelle, c'est de prendre des produits qui sont uniquement à Fiat Israël, Bichoul Israël, Chalav Israël,
Mais de dire que celui qui consomme ces produits-là et hors la loi consomme non kasher, non, c'est kasher, d'accord? Je ne dis pas aux gens de prendre Rabbanout sans prendre Rabbanout Mahadrin. Moi, je pense qu'il faut prendre Rabbanout Mahadrin, mais celui qui prend Rabbanout, il est dans la loi, il est kasher, d'accord? Donc il faut arrêter de dire, de jeter l'anathème et de dire parce que quelqu'un il fait pas le top kasher, c'est pas kasher. On en a parlé Shabbat. Je veux dire, il y a tellement de produits controversés, que ce soit le foie gras, que ce soit les œufs de caille, que ce soit la pintade, que ce soit le zébu, que ce soit l'espadon. Ça veut dire que c'est pas pensable que des parents qui vont à toutes les réceptions et vont manger du foie gras et des œufs de caille et d'autres produits et vont jeter l'anathème sur leurs enfants en leur disant ah, t'as pas le droit de consommer le Mars. C'est pas logique. Pâte à tartiner, c'est fait avec de la crème, avec du beurre, avec des émulsifiants, et c'est pas fait avec du fromage. C'est tout, ça n'a pas été emprésuré. Le fromage, c'est du lait dans lequel on met de la présure. C'est pas une fermentation, mais c'est un emprésurage, c'est autre chose. Cela dépend comment est-ce que c'est salé. Lorsque c'est dans un four vertical, on peut prendre des pistaches dans le commerce. Moi-même, j'achète des pistaches salées dans le commerce. Par contre, les noix de cajou, elles sont faites dans un four horizontal dans lequel on peut également faire des produits comme des chips à la langouste et d'autres produits qui sont problématiques pour nous. Donc c'est à éviter. Je n'ai pas dit que c'est pas kasher. Moi, je suis allé dans une usine en Espagne. Ils faisaient donc les noix de cajou et ils faisaient des joues de porc. Donc ça est revenu. C'est comme on fait avec la peau d'oie qu'on fait revenir. Eux, ils font avec des jus de porc. C'est très très bon. C'est pareil, c'est une délicatesse. C'est comme un bisli comme ça. C'est avec la même huile quoi. D'ailleurs, il y a une usine et tout. Ils m'ont accosté dans un truc et puis après, je dis, vous voulez pas être certifié et tout. Je dis, où est votre usine? Ils me disent à Téhéran. Je dis, bon, écoutez, je préfère renoncer au voyage. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le saumon fumé, on peut prendre. D'accord? Le thon, non. Qui a dit qu'on peut prendre le petit navire? Pas sur ma liste. Moi, je permets aucune boîte de conserve de comment on appelle ça, de poisson sans hashgacha. Et le saumon fumé? Il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de différences. Et sur les questions de bichou lakoum, par exemple, le oyu, c'est seulement si c'est les usines fabriquent cuisent à la vapeur. Si c'est un four conventionnel, ils ne donnent pas d'ashgacha. Donc c'est-à-dire que si des sardines, par exemple, elles sont cuites dans la boîte à la vapeur, ils donnent une certification, ou si elles sont cuites suspendues à la vapeur, ils donnent une certification, mais si elles sont cuites dans l'eau, ils ne donnent pas de certification au you. D'accord? C'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est qu'eux, ils doivent donner sur toutes les formes de lait, pas seulement sur la poudre de lait. Donc, ils vont être méqués là-dessus. Ils vont jamais donner sur des saucisses dans lesquelles il y a du rouge kochni, alors que le Beddin de Paris dit que si c'est dans une situation de zev zegorem, c'est-à-dire si c'est mélangé avec un colorant rouge betterave par exemple, il l'autorise. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre? Je ne connais pas tous les critères des différences qu'il peut y avoir. Pourquoi il n'y a pas qu'une seule? Tous les laits Chalav Nigar, tous les laits qui coulent, les laits donc pas sous forme de poudre d'Israël sont du lait surveillé. Selon la loi en Eretz Israël, il n'y a pas de lait
concentré ou de lait liquide qui est non surveillé. Et c'est pourquoi lorsque Mars a sorti son caramel, le caramel n'a pas été autorisé en Israël, il a été juste vendu en Amérique parce que c'était fait avec du lait concentré. Et le Beit Din de Londres a finalement trouvé une usine à Londres qui pouvait faire les caramels de Mars pour Israël avec de la poudre de lait. Oui. Mais alors, le problème c'est que dans les retours de vapeur, c'est une chauffe générale, donc je peux pas. C'est comme un ustensile dans lequel c'est comme si vous avez deux casseroles qui sont liées. Dans l'une, je cuis de la viande cachère, dans l'autre, la viande non cachère. Puisque ça fait chauffer les parois, il y a l'eau qui circule autour de ces deux casseroles. Donc je considère qu'il y a une contamination croisée entre les deux produits.